Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron, je suis consultant en solutions écologiques à Genève, auteur du livre La qualité de l'eau. Alors nous avons vu en première partie les véritables critères qualitatifs. Nous allons aborder maintenant les solutions concrètes et pratiques, tout ce qui devrait être fait pour retrouver enfin le plaisir de boire, en évitant tant qu'à faire les multiples arnaques. Cette conférence appuie toujours sur les données du livre et des deux sites internet. Elle continue à être illustrée par des extraits du reportage Water, le pouvoir secret de l'eau, remerciements aux éditions Jupiter. À nouveau, n'hésitez pas à m'adresser toutes vos questions, elles feront l'objet d'autres vidéos. Une deuxième partie donc sur les solutions pour une eau au naturel, sans plastique et sans risque. Après avoir pris comme référence la meilleure eau possible, nous expliquerons les deux étapes indispensables, puis verrons quelques solutions, fonction de votre configuration et budget. C'est parti. Comment donc, à partir de l'eau du robinet, potable, peu coûteuse et disponible partout, obtenir une eau de qualité énergétique équivalente à une eau de source de montagne? Comment limiter enfin le plastique et presque sauver la planète? Comment à partir de ceci obtenir cela? Pas mal de rouge et une note négative d'un côté, que du vert et la note maximale de l'autre. L'eau de source à la source est la référence qualitative, celle à laquelle nous pensons lorsque nous fantasmons sur la perfection. Sans polluants, faiblement minéralisés ou avec de l'énergie à revendre, rappelons que l'énergie de base est la richesse en protons et en électrons, cette eau est très appréciée par notre organisme qui en redemande en général un deuxième verre. Le problème est que ce type d'eau a toujours été rare, et ce qui est rare a tendance à vite être commercialisé, y compris dans des bouteilles plastiques où elle perd alors rapidement son énergie. Les valeurs que l'on trouve inscrites sur les bouteilles font référence à l'énergie de la source, jamais à celle qui reste après l'embouteillage, le transport et le stockage. En plastique, la note passerait ainsi à 0. Mieux vaut donc, comme nous le disions, travailler à partir de l'eau du robinet. Deux étapes sont indispensables afin de retrouver une qualité d'eau biocompatible, c'est-à-dire adaptée aux besoins de l'organisme. La première étape est la filtration avec deux grandes familles de filtres. D'un côté, le charbon actif, peu coûteux et connu depuis la nuit des temps. On le retrouve sous forme de granules dans les fameuses carafes filtrantes ou en bloc dans des dispositifs plus ou moins perfectionnés pour robinet ou arrivée d'eau principale de toute la maison. Cette approche a en effet le mérite de ne pas gaspiller d'eau. Et puis nous avons l'osmose inverse, seule technologie capable d'enlever quasiment tous les polluants et minéraux. Le processus induit par contre un gaspillage d'eau, une perte énorme de pression et la sensation de se retrouver avec une eau un peu artificielle. À ce stade, il est intéressant de noter la différence de discours sur l'intérêt des minéraux des eaux, selon que le vendeur propose ou non l'osmose inverse. Rappelons que nous sommes hétérotrophes et assimilons mal les minéraux des eaux. D'un autre côté, nous ne devrions pas boire non plus une eau trop vide, ce qui exclut le distillateur. Un minimum de minéraux est en effet requis pour réussir la seconde étape. Plutôt que de polémiquer sur les minéraux, il vaudrait mieux se pencher sur la problématique du réservoir. La première étape de la filtration a en effet supprimé le chlore, et une eau stagnante sans chlore à température ambiante induit forcément des bactéries. Alors évidemment, nous hébergeons déjà quelques 38 000 milliards de bactéries au dernier recensement, et pas mal de virus aussi pour faire bonne mesure, mais il y aurait tout de même une incohérence à en retrouver après un filtre, alors que nous n'en avions pas avant. Il est évidemment possible de stocker la carafe filtrante vide au réfrigérateur, mais cela sera sensiblement plus compliqué avec une fontaine. Bref, méfiance avec les gros bacs n'intégrant pas la seconde étape, surtout lorsque leur marketing est excessif. Je pense là spécifiquement à une fontaine américaine. La deuxième étape est la dynamisation ou restructuration de l'eau, avec ici une question de bon sens. Quelle eau préféreriez-vous boire? Une eau totalement déstructurée ou bien vitalisée? L'intérêt de la dynamisation est multiple. Avec de l'énergie, l'eau peut déjà se défendre beaucoup plus facilement contre les bactéries et donc mieux se conserver. La restructuration de l'eau va également lui permettre de dépasser l'information polluant, ce que ne permet pas forcément la filtration. Alors nous voyons ici en arrière-plan le principe de la dilution de l'homéopathie, avec à chaque fois une dynamisation ou succussion destinée à imprégner l'information dans la structure même de l'eau.
Le château d'eau bardé d'antennes relais illustre quant à lui la problématique des informations électromagnétiques communiquées à l'eau que les filtres de base ne sont pas en mesure d'éliminer. Globalement, la dynamisation va modifier la structure de l'eau jusqu'à, pour les meilleurs systèmes, lui faire retrouver l'énergie d'une eau de source de montagne, beaucoup plus douce et agréable à boire. Alors il existe une pléthore de techniques de dynamisation, mais toutes ne fonctionnent évidemment pas aussi bien. Toutes vont par contre modifier nécessairement la structure de l'eau, qui, rappelons-le, changerait de structure 1000 milliards de fois par seconde. Obtenir une eau plus douce et agréable n'est donc pas très compliqué et ne signifie pas nécessairement que le dispositif soit le plus performant. Parmi toutes ces approches, lesquelles sont selon vous les plus efficaces? Tentative de réponse avec un extrait du film Water. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du docteur Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. En 1995, le docteur Emoto Masaru a pour la première fois réussi à démontrer des empreintes musicales sur l'eau. Dans son laboratoire, il lui a littéralement fait écouter de la musique, puis soumis cette eau à une congélation subite. Au microscope, il a alors clairement pu observer des cristaux formés par l'eau. La musique de Bach ressemble à ceci. C'est l'arie en sol de Bach. Ici Mozart et sa 40e symphonie. Beethoven, symphonie numéro 7. Et du métal. Alors, l'idéal est évidemment de combiner les approches et vous avez là 3 exemples de dispositifs assez complets dont le biodynamiseur et ses 21 principes de dynamisation, record à battre. Le choix d'un système plutôt que d'un autre requiert d'avoir un minimum de choix et de recul. On ne propose pas la même chose pour une maison sur l'arrivée d'eau principale ou pour un appartement où l'on équipe alors généralement un point d'eau unique en cuisine. Comment donc s'y retrouver? L'idéal serait de pouvoir tester les différents systèmes entre eux. Alors j'ai eu la chance de réaliser cette comparaison dans le cadre de notre arcade Les 8 fondamentaux à Genève. Avec plusieurs centaines de visiteurs, j'en ai tiré les constatations suivantes. 9 personnes sur 10 ont noté une belle différence entre l'eau du robinet et la même eau dynamisée, quelle que soit la technique proposée, sachant que j'avais tout de même déjà effectué une rigoureuse sélection. Entre parenthèses, une différence a également été perçue avec la bière houblonde, première bière belge à l'eau dynamisée.
Côté sensation sur la peau, quasiment tout le monde a noté la douceur de l'eau obtenue par la douche géothermale. Plus troublant, 8 personnes sur 10 ont préféré l'eau du système intégral à l'eau osmosée et dynamisée présentant pourtant de meilleurs paramètres physico-chimiques. L'énergie la plus forte a quant à elle été obtenue et perçue avec l'eau hydrogénée très antioxydante, mais il s'agit alors d'une eau thérapeutique et non de consommation courante. Quand il n'y a pas possibilité de comparer, nous pourrions être tentés par les tests et les mesures scientifiques. Alors nous avons déjà vu en première partie les critères de la bioélectronique de Vincent, mais ces paramètres de base ne sont pas toujours capables de mesurer l'énergie subtile liée à la restructuration de l'eau. Place donc plutôt à des tests biologiques. Bioscope, bioluminescence, caméra électrophotonique, photokirlian, sans oublier la fameuse cristallisation de l'eau. Quelques exemples de tests biologiques en images. L'équipe de recherche du professeur Korotkov a mis au point un appareil permettant de mesurer l'énergie contenue dans l'eau. Il a été conçu sur la base de l'effet Kirlian. Toute substance placée dans un fort champ électromagnétique émet un halo lumineux. Plus l'énergie d'un objet est forte, plus sa luminescence est vive. L'eau du Venezuela va être comparée avec de l'eau potable du robinet. On peut dire que cette eau du Venezuela n'est pas 2 ou 3 fois, mais 40 000 fois plus active. Bref, nous sommes en présence de 2 liquides fondamentalement différents. Cette eau a une forte influence sur tout l'organisme, sur tout le système nerveux. Ce qui expliquerait pourquoi là-bas, où nous étions, les populations indiennes, malgré leur dénuement, vivent très vieux, sont si épanouies, et qu'ils refusent en bloc l'arrivée de la civilisation. Comment l'eau structurée va-t-elle influencer le sang humain? Un médecin prélève un peu de sang à cette patiente. Grâce à une simple goutte d'hémoglobine et un microscope, il peut savoir dans quel état se trouve son organisme. Ce sont des globules rouges. Ils se sont agglomérés car ils ont perdu leur charge électrique. Ils se sont empilés comme une pile de monnaie, en cycle décadent. On observe ici un amas de symplastes. Les symplastes sont une des 3 voies de transport radial de l'eau dans les tissus. Concentrés, ils sont liés aux arrêts cardiaques, à l'arthrite, aux maladies des poumons et à d'autres pathologies qui pourraient sévir à l'avenir. Le médecin propose à la patiente de boire un peu d'eau structurée. Après 12 minutes, le médecin analyse de nouveau son sang. Comme vous le voyez, les cellules sont mobiles et devenues lisses. Elles ont récupéré leur charge électrique et peuvent ainsi assurer le transport sans perturbation de l'oxygène dans le sang. Du coup, le pH du sang s'est également normalisé. Je suis simplement étonnée de voir ce qu'une simple prise d'eau peut faire. Le problème avec les tests biologiques est qu'ils donnent forcément des résultats, ne serait-ce que parce que l'eau traitée du robinet est catastrophique. Seul un même test réalisé sur différents appareils permettrait d'y voir plus clair, mais les fabricants ne se précipitent pas forcément pour comparer leur technologie. Alors les tests pratiques sont une autre manière de démontrer qu'il se passe clairement quelque chose. Que ce soit pour la pousse, le goût des graines germées, ou alors la structure et la conservation du pain, les résultats sont naturellement meilleurs avec une eau restructurée et chargée en énergie. Il est donc pour le moins étonnant que les artisans, fleuristes, brasseurs, maraîchers, boulangers, éleveurs et autres fabricants de cosmétiques ne s'y intéressent pas davantage. Court extrait sur cet aspect très concret et pratique. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique 6 fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive. Alors, un fabricant qui alignerait toute une série de tests présenterait évidemment des gages de sérieux, mais le plus important pour moi demeure la compréhension de la technologie. Reproduit-elle un ou plusieurs principes de la nature et comment? On sait que l'eau se régénère dans les rivières via le vortex, et donc une cruche à vortex, de force centripète qui accumule l'énergie et non de force centrifuge qui la disperse,
fait sens. On sait que l'eau se structure en s'enfonçant et en cheminant dans le sous-sol, et donc les 9 kg de minéraux spécifiques du biodynamiseur font sens. A l'inverse, le distillateur qui fait bouillir de l'eau pour en recueillir la vapeur n'a pas grand-chose à voir avec l'évaporation naturelle de l'eau sous l'influence du soleil. Il n'y a évidemment pas besoin de tout révéler, mais ceux qui se retranchent derrière un secret commercial exclusif pour ne rien dire ont à mon avis des choses à cacher. La nature par contre ne ment pas, et l'on y retrouve ainsi partout ce fameux vortex, l'un des principes de base de la restructuration et de l'énergie de l'eau. Alors, nous allons voir maintenant quelques solutions, sachant que les combinaisons possibles sont évidemment bien plus nombreuses. À nouveau, il est intéressant de disposer d'un minimum de choix. Commençons par la solution budget, où l'on retrouve bien les 2 étapes de la filtration et de la dynamisation, avec une extension dans la salle de bain pour le respect de la peau. Cette solution fait le travail de base d'élimination des principaux polluants et permet une bonne restructuration de l'eau via un vortex de force centripète sur plusieurs minutes. L'eau est propre et beaucoup plus agréable à boire, sans risque de prolifération microbienne. Nous voici maintenant avec l'osmose inverse pour une purification en profondeur, l'élimination d'une bonne partie des minéraux et la possibilité d'accéder ensuite à de l'eau thérapeutique aux propriétés spécifiques, soit hydrogène pour une eau très antioxydante sans alcalinité supplémentaire, soit olidine pour une dynamisation violet et une bonne vingtaine d'oligo-éléments. On constate que la note finale est la même que dans la solution précédente, mais les résultats critère par critère sont assez différents et il n'y a pas de douche. Et nous voici rendus à la meilleure note du classement avec la combinaison biofiltre plus biodynamiseur. Alors, il faut une arrivée d'eau principale pour l'installer, mais on est ensuite tranquille avec de l'eau énergétiquement optimisée sur l'ensemble des robinets, aucun gaspillage et une gestion intelligente du calcaire permettant de remplacer le catastrophique adoucisseur à sodium. Le budget est conséquent à plusieurs milliers d'euros, mais il est sans commune mesure avec les autres systèmes lorsque le coût est rapporté au litre d'eau biocompatible obtenu. À nouveau, il existe bien d'autres possibilités, il est donc toujours conseillé d'avoir une petite discussion afin de bien cerner les besoins. D'ores et déjà, comment détecter les arnaques de l'eau? Alors nous avons déjà vu pourquoi il ne fallait pas parler d'eau pure, d'eau alcaline, de calcaire ou de l'importance des minéraux. Nous y ajoutons l'absence d'explication, le marketing agressif avec par exemple une promotion de dernière minute, ou encore les commentaires emphatiques promettant monts et merveilles, notamment en matière de santé. Tout représentant d'un système unique encense forcément son produit, mais aucun système n'est parfait ou absolument polyvalent. Attention également aux gros réservoirs sans dynamisation. La qualité de l'eau est ce qu'il y a de plus essentiel, et nous ne sommes donc pas dans le domaine superficiel du paraître ou du bien-être, mais dans le b.a.-ba de la santé et de la vitalité, où se tromper de système peut coûter cher. Il existe en effet d'excellents produits à quelques centaines d'euros, tandis que des appareils très coûteux font des dégâts. Un minimum de choix, de recul et de réflexion est nécessaire, la meilleure solution étant celle qui correspond donc véritablement à vos besoins. Je souhaiterais terminer cette présentation avec notre solution Retour à la source. L'idée est d'utiliser la technologie intégrale biofiltre et biodynamiseur afin de créer des sources d'eau biocompatibles, notamment dans des magasins bio. Après avoir acheté une bouteille en verre estampillée au nom de la source, le remplissage devient alors gratuit et illimité. La présentation de la source est fonction de la créativité du magasin, mais il y aura toujours 2 robinets afin de pouvoir immédiatement constater la différence avant-après. Constatant en bouche l'énergie de l'eau, il sera possible de limiter sensiblement nos besoins en bouteilles plastiques. Et la perspective sera pour le coup beaucoup plus réjouissante. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt. À nouveau, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et si la vidéo vous a plu, à la faire circuler. Merci d'avance pour votre soutien et à bientôt.